Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et on se retrouve sur Europe 1 avec nos débatteurs pour évoquer les annonces faites par le président Macron concernant la sécurité des Français. Nous sommes avec un policier, Yann Bastière, bonsoir, du syndicat Unité SGP Police. Nous sommes avec une magistrate, Béatrice Brugère, bonsoir, secrétaire générale de l'Unité Magistrat, avec Sacha Houlier, bonsoir à vous. Bonsoir. Député La République En Marche, et Louis de Ragnel, bonsoir, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Laurence. Bonsoir mon cher Louis. On va parler un peu de politique dans un instant, mais de toute façon tout est politique évidemment, notamment ce déplacement d'Emmanuel Macron à Roubaix aujourd'hui. Le thème c'était la sécurité. Il s'agissait évidemment de retisser les liens de confiance d'une part entre la population et les policiers, mais aussi quelque part entre le président et les policiers. On va écouter Emmanuel Macron. J'ai décidé que nous porterons une loi de programmation pour la sécurité intérieure et même pour les sécurités intérieures, car il s'agit de tout le champ d'action de la place Beauvau. Le but est de penser la police et la gendarmerie de 2030. C'est pourquoi je demande au ministre de l'Intérieur de préparer l'élaboration de cette loi de programmation qui sera assortie des moyens nécessaires que je souhaite voir présenter en Conseil des ministres au début de l'année 2022. Voilà pour Emmanuel Macron. On va revenir évidemment sur ce calendrier. Le mois de janvier 2022, à quelques encablures de la présidentielle, évidemment, c'est un délai un peu court. Avant cela, avant de vous passer la parole à tous, j'aimerais qu'on écoute Victor Chabert, parce qu'Emmanuel Macron a parlé de confiance fragilisée de la population envers les forces de l'ordre, mais pourtant, les études sur le rapport des Français à la police montrent que cette confiance, si elle a connu des baisses, est revenue à un haut niveau, Victor. Oui, alors si on regarde les chiffres de l'Institut ELAB, début 2020, il y a une première baisse de la confiance des Français en la police, de 76 à 69%, moins 7 points par rapport à 2019, qui s'explique notamment par les répercussions des manifestations des Gilets jaunes. En décembre, deuxième baisse de la confiance à 60%, moins 9 points supplémentaires. Elle est particulièrement sensible chez les 18-24 ans, où pour la première fois la confiance est minoritaire à 47%. Un recul lié à plusieurs événements qui ont marqué l'année 2020 et la relation police-population, l'affaire George Floyd aux États-Unis, l'instrumentalisation et les manifestations autour de la mort d'Adama Traoré et l'affaire Michel Zecler, ce producteur de musique victime de violences de la part de policiers. Inversion de tendance en mai dernier, les sujets sécuritaires dominent l'actualité. Nous sommes quelques semaines après l'attentat islamiste du commissariat de Rambouillet et c'est aussi l'époque des manifestations de policiers. ELAB note une remontée spectaculaire de la cote de confiance de 17 points. Elle est désormais à 77%. Elle revient à son niveau de 2019. Alors Yann Bastière, merci à Victor Chabert. Yann Bastière, vous êtes policier. Le niveau de confiance de la population envers vous, vous pensez qu'il est revenu comme à la normale, c'est-à-dire qu'il y a eu des petites fluctuations, on l'a vu, au gré des aléas de l'actualité. Néanmoins, la population est derrière vous. Vous pouvez le dire ce soir ou pas ? Les chiffres parlent. Je viens d'écouter les sondages, ils sont plutôt de bon augure. 77%. Et tous ces chiffres-là sont soumis souvent à des événements, à conjoncture. On vient de parler de l'affaire Zecler. Certains propos, les gilets jaunes étaient là pour déstabiliser un petit peu le contexte sociétal. Non, je trouve que c'est un très très bon chiffre, 77%, sur une élection électorale, on va dire. Ce sont des chiffres qui seraient très très intéressants. Sacha Houlier, est-ce que la question n'était pas finalement plutôt de raccommoder le président avec les policiers, que la population avec les policiers, visiblement, les chiffres nous montrent qu'il n'avait pas tant besoin que ça. Il avait quelque chose à se faire pardonner ? J'ai pas le sentiment que le président il ait quelques quoi que ce soit à se faire peut-être pardonner. qui n'ont pas été bien pris. Non. Sur la question de ce qui a été fait jusqu'à présent, on a pu faire un bilan. Et sur le bilan qui a été établi, que ce soit sur les recrutements, 10 000 policiers, sur les moyens qui ont été mis pour la rénovation immobilière, c'est-à-dire des commissariats ou des gendarmeries, ou mobilière pour ce qui concerne l'équipement et les voitures qui viennent d'être livrées en sont le dernier exemple, le plus significatif. Mais il y a eu des investissements conséquents qui ont été faits en faveur des policiers, des gendarmes et globalement des forces de l'ordre. Ce que j'évoque. Tout ça pour vous dire. Moi, je parle de lien de confiance. Tout ça pour vous dire que sur la confiance entre le président et les policiers, je pense qu'elle n'était pas rompue. En revanche, il y a une difficulté. Mais entamée. En revanche, il y a une difficulté, c'est que vous avez aujourd'hui des violences nombreuses qui sont commises sur les policiers et qui doivent être dénoncées. Il y a des violences moins nombreuses, mais même 4% des discriminations qui sont identifiées et de beaucoup de discriminations qui sont identifiées au titre de la plateforme, c'est déjà 4% de trop. Et donc, la responsabilité des politiques, la responsabilité des politiques, c'est de pouvoir lutter contre les violences commises sur les policiers ou par les policiers. Et la vue d'ensemble, elle doit nous permettre de tout envisager. Vous les mettez au même plan, ces violences Des violences, c'est des violences, et ça appelle une réponse de l'État, de toute façon. Il n'y a pas une autorité, une violence légitime, ils ne sont pas dépositaires de l'ordre public, les policiers ?
Alors, ne pas confondre la violence légitime dont est dépositaire l'État et pour laquelle elle peut agir par la force publique, et puis les dérives ou les disproportions d'usage de la force qui, là, pour le coup, peuvent appeler à des sanctions. Pour le coup, je pense que la politique, c'est pouvoir répondre à toutes les formes de violence et à toutes les infractions à la loi. Alors peut-être la réponse de Yann Bastière, et après je vous passe la parole, Béatrice Brugère, vous qui êtes magistrate. Pour revenir sur vos propos, oui, effectivement, le lien a été rompu fin décembre. Rompu, hein. Rompu, si le Beauvau est là, c'est sur les propos sur Brut, sur l'interview sur Brut, avec les violences, les fameux termes de violence policière, sur du contrôle aux faciès. Là, l'émotion a été très forte dans nos rangs. Voilà pourquoi Unité SGP Police est montée au créneau, franchement, c'est le terme. Et nous avons demandé ouvertement ce Beauvau. Les autres organisations syndicales nous ont rejointes petit à petit, mais nous étions vraiment sur quelque chose. Franchement, le lien n'était pas rompu, nous n'allons pas jusque-là. Nous sommes un pouvoir régalien, nous sommes des policiers républicains, on ne va pas aller jusqu'à dire, voilà, on n'a pas une défiance envers le chef de l'État. Mais il y a eu ça. Très bonne réaction du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur avec cette création du Beauvau, et nous en sommes là aujourd'hui. Je pense que c'était un message intéressant et il se clôture aujourd'hui par ces annonces. Alors, il n'y a pas que la police dont il était question, mais Béatrice Brugère, il a été beaucoup question de la justice, sur la simplification de la procédure pénale, à tous les niveaux. Est-ce que là encore, vous avez trouvé le chef de l'État convaincant ? Écoutez, le lien de confiance est aussi un sujet, je crois, pour les magistrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, nous, on est mis en difficulté. C'est-à-dire qu'on a une opinion publique qui ne nous aime pas beaucoup, et en tout cas qui est toujours relayée dans les médias, souvent sur des faits divers. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir aussi cette réaction du pouvoir pour essayer de rétablir ce lien de confiance. Et on a eu un projet de loi, qui est le dernier projet de loi du garde des Sceaux, qui dit, ce projet, je le porte, c'est mon projet de loi, pour rétablir le lien de confiance, dans la justice. Et là, et je réponds à votre question, on a une annonce du président de la République qui demande au même garde des Sceaux, alors qu'il est en train de porter ce projet, de faire dans un délai relativement très court, c'est-à-dire 1 mois, un bilan de tout ce qu'il faudrait faire. Donc, non mais c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois, on est sur un projet qui est censé remettre du lien de confiance, et on a un président de la République qui dit, écoutez, rendez une copie rapidement dans 1 mois, parce que là, je viens d'identifier un problème sérieux, parce que le problème est sérieux, qui est celui de la complexité de la procédure pénale, qui nous a mis en difficulté aussi par rapport à la police, et on le sait puisque avec Unité SGP FO, nous sommes dans le même syndicat et on a porté une plateforme revendicatrice commune pour essayer de résoudre ces problèmes. Donc, si vous voulez, je suis un petit peu étonnée, non pas du contenu des annonces, mais de l'agenda et de la méthode. Parce qu'on ne peut pas d'un côté arriver à la fin d'un mandat où on a eu, et ça quand même je le rappelle, un nombre incroyable de réformes de procédures et de fonds. C'est-à-dire que le ministère tous les 2-3 mois. Ça n'arrête pas. Mais non, ça n'arrête pas. Le ministère de la Justice est le ministère, je crois, le plus réformé en France. On pourrait dire d'ailleurs en réforme perpétuelle. Donc, vous me dites, qu'est-ce que vous pensez de ces annonces ? J'ai envie de vous dire une de plus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les faits, en réalité. C'est la réalité. Et la réalité, elle nous rappelle tous les jours que les difficultés, elles sont réelles et que ce n'est pas des annonces dont on a besoin, c'est des faits. Concret. On fait une petite pause. Je vous passe la parole dans un instant à Louis de Ragnel pour l'analyse un peu plus politique de ce discours d'Emmanuel Macron. Et puis on reviendra évidemment sur ce qui motive encore une fois les policiers et les magistrats pour que les conditions de sécurité des Français soient améliorées. À tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et on se retrouve sur Europe 1 avec nos invités, un policier Yann Bastière, Unité SGP Police, une magistrate Béatrice Brugère, Sacha Ollier, député de La République En Marche, et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Louis, il est rentré en campagne, le président de la République, avec ce discours ou pas ? Ou est-ce que ça reste dans l'exercice, encore une fois, de ses fonctions ? Chaque semaine, le président rentre en campagne sur un sujet. Un peu plus. Mais la sécurité reste quand même, si vous voulez, le bruit de fond quand même de cette campagne électorale, en tout cas qui a commencé sans être officiellement déclarée. Et ce qu'on voit quand même, c'est que s'agissant de la journée d'aujourd'hui, et particulièrement donc, du discours du président,
ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'enfin, il s'est construit une vision sur la sécurité. En fait, ça fait globalement depuis le début de son quinquennat que les policiers attendent qu'il soit clair. En fait, si aujourd'hui, les syndicats de police sont plutôt satisfaits globalement parce qu'ils ont entendu des mots qu'ils attendaient avec une forme de cohérence. La nation vous aime, voilà. je vous aime, a dit le président. Et puis parfois, il était un peu précis. Il a essayé de montrer qu'il connaissait, en tout cas qu'il s'intéressait à la fois aux services de police judiciaire, enfin tous les services et particulièrement la sécurité publique. Du coup, voilà, le motif de satisfaction, c'est que enfin, ça y est, voilà, c'est un peu clair pour Emmanuel Macron. Mais beaucoup de policiers, moi que j'ai appelés aujourd'hui, me disent. Mais ça aurait été quand même mieux s'il avait pu faire ce discours avant... En début de mandat, peut-être ou avant sa campagne. Et effectivement, dès 2017, ça aurait évité un certain nombre de débats interminables, des tergiversations, beaucoup de pertes de temps et surtout, du coup, beaucoup de pertes d'énergie et de démotivation pour les policiers. Donc ça, c'est pour le coup le premier point. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, le discours était très beau. Beaucoup de policiers trouvent que, quand on les écoute, disent voilà, c'est ce qu'on attendait globalement. Ensuite, il y a quand même des interrogations, à la fois parce que il a présenté les grandes orientations de ce qu'il veut faire de la police de demain jusqu'en 2030 et de la gendarmerie. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est voir très concrètement, de manière opérationnelle, comment ça se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que Beauvau, le ministère de l'Intérieur, c'est à la fois une maison extraordinaire humainement, mais c'est aussi un peu une vieille dame. C'est-à-dire qu'il y a des états-majors, notamment en administration centrale. Il y a beaucoup d'inertie. C'est très complexe, très long de faire bouger les choses. Et puis enfin, donc le président a annoncé le fait qu'il y a une LOPSI, donc une loi de programmation qui permet de financer tous les programmes du ministère de l'Intérieur, qui sera présenté en Conseil des ministres en janvier prochain. Mais le problème, c'est que le calendrier parlementaire est complètement saturé. Et donc, il y a de très fortes chances, même c'est quasiment sûr, que cette loi ne sera pas votée avant la présidentielle. Donc, en fait, à ce rythme-là, on peut faire plein de promesses. Et c'est un peu le risque, l'écueil politique pour Emmanuel Macron, c'est que si sur tous les sujets, il promet plein de choses, de l'argent, du soutien, des effectifs... En se projetant à 10 ans... C'est génial, c'est quelque chose en fait de début de quinquennat. Alors vous me posiez la question au début, est-ce qu'il est en campagne ? Bien en fait ça ressemble énormément, surtout à la présentation d'un programme de début de quinquennat. Et donc je pense que, en tout cas, Emmanuel Macron est dans cet état d'esprit. Alors Sacha Houlié, La République En Marche, vous voulez évidemment répondre à ce que vient de dire Louis Dragnel. Non, d'abord, il n'y a pas de secret sur le fait qu'on s'est projeté dès le départ sur un double quinquennat, donc sur 10 ans, et donc les promesses que l'on fait, elles sont dans la longueur. Pourquoi ? Parce que sur la sécurité, ça a commencé au bout de 4 ans. Et j'ai voulu expliquer pourquoi on n'a pas commencé au bout de 4 ans. On a trouvé les ministères régaliens dans un état lamentable. D'abord parce qu'il manquait beaucoup de fonctionnaires, et ça c'est l'effet de... Toujours la faute des autres. Non mais... si on pose un diagnostic, parce que vous avez tous parlé et vous n'avez pas été interrompu jusqu'à présent. Donc 2007-2012, c'est quand même la suppression de 12 500 fonctionnaires. Quand on en recrute 10 000 nouveaux sous le précédent quinquennat, donc celui de François Hollande, il faut quand même les former. La formation a été réduite pour les mettre sur le terrain. Ensuite, vous aviez du matériel qui n'avait pas été remplacé. Donc tous les crédits qui ont été engagés dans la police aujourd'hui ont été pour rattraper un retard. Et donc on peut dire qu'il n'y a pas eu d'investissement d'avenir, mais en tout cas, il a été procédé à une mise à niveau de la police. Et puis il y a une réforme de politique pénale à plusieurs niveaux, sur la question de la suppression des rappels à la loi, sur la question de la réforme des travaux d'intérêt généraux, sur la question de la réforme également de la justice des mineurs, notamment pour que les mineurs passent tout de suite en justice, sur la question des amendes délictuelles, pour que lorsqu'on commet un délit, notamment de stupéfiants, et alors demain, effectivement, sur l'occupation illégale du domaine, les cages d'immeubles ou les gens du voyage, on ait des réponses qui soient immédiates. Et de ce point de vue-là, il y a eu une réponse à tout ce qui était l'immédiateté, avec une très forte demande, puisqu'il y a également eu des incidents de type ordre public. Vous aviez évoqué tout à l'heure les gilets jaunes, qui nous ont mobilisés sur le schéma de maintien de l'ordre public, et puis des questions plus directes, après sur encore les rémunérations, qui là encore avait été un débat abandonné. Donc il y a eu une remise à niveau durant 4 ans, et ensuite des audits qui ont permis le Beauvau de la sécurité, avec des problèmes structurels, l'encadrement, la formation, c'est et pas puis des audits, c'est des crises. En fait, ce que vous le ministère de la crise. Ce que vous présentez de manière, il y a des choses que je partage dans ce que vous dites sur le fait que sur les questions d'équipement, sur les questions de moyens, mais on peut pas uniquement regarder ça de manière linéaire. Le quinquennat s'est construit dans sa relation avec la police, avec une succession de crises qui globalement, ces crises ont atteint un niveau qu'on avait rarement vu par le passé. C'est-à-dire que par le passé, il y a encore 15 ans, je termine juste. Terroriste. Attendez, non mais je vous parle de la crise de confiance entre la police nationale et la gendarmerie d'ailleurs et les autorités politiques.
faut quand même se souvenir quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire qu'on avait quand même des ministres de l'Intérieur qui n'étaient même plus capables d'être les bons interlocuteurs des syndicats de police. C'était tellement pourri comme situation que les syndicats ont demandé à être reçus par le président de la République. Honnêtement, ça n'arrive pas tous les 4 matins, ça. Bon. Et je sais que vous étiez à la manœuvre sur cette opération, donc je parle sous votre contrôle. Et du coup, faut quand même pas oublier que sous Gérard Collomb et Christophe Castaner, les relations étaient très mauvaises. Alors bien sûr, il fallait colmater des trous, et là-dessus, je dis pas que rien n'a été fait, mais il y a eu beaucoup de mal qui a été fait justement sur la relation de confiance avec la famille Traoré, avec les Black Lives Matter, avec la question justement des violences commises par la police qu'on appelle abusivement des violences policières, l'émission de Brut que vous citiez. Tout ça, si vous voulez, c'est pas de l'argent, mais les policiers avaient besoin d'estime, de reconnaissance, et en fait, ils savaient plus très bien si c'était réellement soutenu ou si c'était des mots. Vous savez, la police a tellement été instrumentalisée politiquement par beaucoup de pouvoirs politiques qu'aujourd'hui, en fait... Elle l'est encore par beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. En fait, on voit bien, d'ailleurs on en parle autour de ce plateau, si on parle de police et de sécurité, et si les représentants des syndicats de police sont tous les soirs sur des plateaux de télévision, pour commenter de l'actualité, de faits divers, en fait, qui est de l'actualité politique, c'est bien parce que justement la question de la sécurité est devenue politique, comme le disait Laurence tout à l'heure. Je peux aller que dans le sens de M. Houlier. Effectivement, une remise à niveau du matériel, c'est une chose. Mais je vais reprendre vos propos, Louis Dragnel, sur la reconnaissance. La reconnaissance. Un flic, c'est quelqu'un à qui on tape dans le dos, à qui on dit « ouais, bien le boulot ». Pas les propos qu'on a entendus sur Brut. Voilà pourquoi la défiance, elle est apparue. Voilà pourquoi cette lame de fond, cette colère est apparue. Oui, une reconnaissance des fonctionnaires. Je représente au sein de l'unité SGP Police les enquêteurs, les officiers de police judiciaire. Lorsqu'on évoque avec Patrice Brugère la réforme de la procédure pénale, alors effectivement, on entend la procédure sur les mineurs, mais on a entendu M. Castex, le Premier ministre, ouvrir le Beauvau de la sécurité. Ce sont ses propos en portant tout un intérêt tout particulier à la procédure pénale, aux officiers de police judiciaire, c'est écrit. Bon, là, on a vu quelques annonces, mais là aussi, on cherche de la reconnaissance. Une crise des vocations chez les enquêteurs. On ne trouve plus d'enquêteurs. On va former on attend les précisions sur les OPJ dès la formation initiale. Alors que là, il y a 20 ans, c'était la filière la plus recherchée dans la police. Donc, il y a des effets très concrets. Oui. Il y a des annonces très concrètes portées. Oui, mais cette défiance, ce climat de défiance. Ah oui, il y a eu cette reconnaissance qui est attendue. Les propos tenus par le président de la République aujourd'hui à Roubaix sont forts, effectivement. Il faut renouer ce lien, comme l'a dit Laurence Ferrari, avec ces flics. C'est un bon message. Alors, sur ce qu'évoquait Sacha Houlier, notamment la justice des mineurs, les réponses apportées sur la justice des mineurs. 3 petits points, essayer d'être rapide. Je suis complètement d'accord, là, avec vous, sur le fait que nos ministères respectifs, et pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, étaient dans un état catastrophique. Simplement, moi, je dis depuis 4 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'on ne peut pas, comme vous l'avez dit aussi, se contenter de dire c'était horrible en arrivant, et donc, voilà, on a pris les choses comme elles sont. Vous avez parlé de politique pénale, et moi, ça m'a interpellée parce que la politique pénale, c'est le cœur de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire comment on répond aux violences, comment on répond aux violences contre les policiers, qui a été un des sujets du Beauvau de la sécurité. Et vous avez cité comme une jolie politique pénale le travail d'intérêt général, les rappels à la loi, les amendes délictuelles et les mineurs. Je reviens rapidement là-dessus. Les travails d'intérêt général, très bien, c'est complètement résiduel. De quoi parle-t-on ? C'est le bas du spectre, les toutes petites choses. Attendez, je termine. Les rappels à la loi, c'est surtout pas de la politique pénale, puisque le ministre lui-même était très embêté quand c'est arrivé par hasard dans les discussions à l'Assemblée nationale. Et il a dit oui, puisque les rappels à la loi, c'est un problème, on va les supprimer. Sauf que je demande vite à l'inspection générale de me faire une enquête, enfin pas une enquête, de me faire un rapport flash pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Donc c'est pas de la politique pénale, c'est de la surprise. Et en plus, encore une fois, le rappel à la loi, c'est ce que l'on classait parce que c'était vraiment le bas du spectre. Les amendes délictuelles, c'est exactement la même chose. C'est comment on gère des contentieux minimes dont on sait très bien qu'ils saturent, si vous voulez, les parquets. Enfin, les mineurs, c'est une catastrophe et on le sait très bien et on n'a toujours pas trouvé la solution. Et les propositions qui ont été faites ont mis tout le monde vent debout tellement quelles sont-elles, les professionnels ont dit mais attendez, la problématique des mineurs, elle est très simple. Enfin, elle est très simple, non, elle est très compliquée. Mais en tout cas, au niveau pénal, on pourrait, pour faire simple,
mais elle n'est pas simple. Il faut dire corréler que comment on l'acte essaye de délictuel à la sanction. répondre Voilà. au plus vite pour Voilà, que ça soit au plus pédagogique, quelle que soit la sanction, une réponse pénale. Or, la problématique qu'on avait, c'est qu'on avait des délais incroyables. Réponse qui a été faite par le gouvernement, oui, c'est vrai, les délais sont très longs, donc on va les rallonger. Comment on les rallonge ? C'est-à-dire qu'au lieu de raccourcir les audiences, on va en faire 2. Sachant que déjà les juges des enfants sont dans des délais incroyables, eh bien, on va faire une césure. C'est-à-dire qu'on va faire 2 fois l'audience. Une très rapidement, et là c'est vrai, mais c'est de l'annonce. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas ça. C'est pas de dire, c'est bien de dire à un mineur qu'il est coupable, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir la réponse tout de suite. Parce que, ou alors on connaît pas du tout la délinquance des mineurs, ou alors on ignore tout. Ce sont des délinquances qui sont dans la réitération et sur lesquelles, si le mineur ne voit pas tout de suite une réponse efficace, il La réitère. rapidité de la réponse sur les mineurs, on en reparle dans un instant. Dans Punchline sur Europe 1, je vous passe la parole, Béatrice Brugère, et la réponse de Sacha Houlier. À tout de suite. 18h, 20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et on se retrouve avec nos invités pour décrypter les analyses sécurité faites par Emmanuel Macron cet après-midi, enfin début d'après-midi à Roubaix. Béatrice Brugère, vous êtes magistrate du syndicat Unité Magistrats. On parlait de la justice des mineurs. Vous avez dit, en fait, le gouvernement rallonge les procédures alors qu'il faudrait les raccourcir. Mais qu'en est-il de l'exécution des peines ? Est-ce qu'il y en a concernant les mineurs ? Et comment est-ce qu'elle se déroule ? Oui, non, mais l'exécution des peines, elle est un enjeu primordial pour les mineurs parce qu'on sait qu'en termes de réponse, il faut aller très vite et on n'y est pas. Et c'est pour ça que la césure, qui intellectuellement est intéressante, rallonge les délais au regard des vrais moyens qu'on a sur le terrain. Parce que si vous voulez, il y a toujours une différence entre un projet, quel qu'il soit, et puis la réalité du terrain. Donc c'est pour ça, quand vous parlez de politique pénale, pour moi, la politique pénale, c'est pas les tiges, c'est pas les hauts d'immeubles, c'est pas ça. C'est le haut du spectre. C'est quoi ? C'est ce que l'on voit à Marseille, c'est la criminalité organisée qui gagne du terrain, c'est des règlements de compte épouvantables, c'est des réseaux de stupéfiants qui génèrent de l'économie parallèle, c'est le crime, c'est les atteintes faites aussi aux policiers sur lesquels on avait fait des propositions communes qui malheureusement, c'est de la politique pénale, ne nécessite pas des projets de loi ou des réformes, mais simplement de la politique pénale. La politique pénale, c'est quoi ? C'est comment on utilise notre arsenal pour répondre au mieux à des enjeux de sécurité. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on répond soit par une loi, soit par des annonces. Or, la politique pénale, c'est pas que ça. Et dans notre arsenal, puisque vous me parlez sur l'exécution des peines, et qui est notre enjeu numéro 1, puisque notre syndicat, justement, regarde ça de près, nous, on a été quand même extrêmement choqués de la circulaire Belloubet qui disait ne mettez pas à exécution certaines peines dont on estime qu'elles sont faibles, parce que voilà, pour plein de raisons. Et on a dit, mais il faut abroger cette circulaire aujourd'hui, parce que c'est pas possible de dire qu'on ne peut pas mettre à exécution certaines peines, comme les peines d'1 mois. Alors maintenant, elles n'existent plus très bien, mais à l'époque, elles existaient, ou comme des reliquats de peine. Ça, c'est de la politique pénale. Ça, c'est du concret. Ça, derrière, si vous voulez, ce sont des enjeux. Ce ne sont pas que des annonces. Et pour terminer sur la politique pénale, si on ne fait pas un changement radical de logiciel sur la politique pénale, à savoir de dire il faut tout aménager, ou si on ne construit pas des places de prison, qui est un enjeu primordial, puisque on sait aujourd'hui qu'on manque de places de prison, à ce moment-là, on peut empiler les promesses, on peut empiler les projets de loi, mais on ne fait pas de la politique pénale. Alors Sacha Houlier, votre réponse ? Moi, d'abord, le but, c'est pas d'empiler les projets de loi, parce qu'il y en a eu nombreux. D'abord sur la politique des mineurs. Le but est effectivement pour les primo-délinquants d'avoir un coup près, ou en tout cas une épée de Damoclès, pour avoir une audience de culpabilité immédiate, un passage devant le juge, qui a une vertu pédagogique, et ensuite une sanction à bref délai sur ce sujet. 6 mois. Quand vous dites bref délai, c'est 6 mois, 3 mois. Et ensuite, sur la politique pénale, il y a eu effectivement beaucoup de réformes. Et il s'agit ensuite de les mettre en œuvre. D'abord, des réformes sur l'aménagement des peines, en disant toutes les peines de moins d'1 mois, elles n'existent plus. Les peines entre 1 mois et 6 mois, elles sont aménagées. Et au-dessus d'1 an, on enferme. Mais on enferme vraiment, pour que les peines soient exécutées. Ce qui implique, c'est le texte de la loi. C'est la loi de la programmation. Jusqu'à 1 an, on doit aménager. Vous avez dit jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 1 an, j'ai dit à partir d'1 an. Bon, mais c'est pas grave. On est d'accord sur le principe. Et jusqu'à 1 an, ça représente combien de peines de prison, vous savez ? Non, j'ai pas les statistiques. Les statistiques sont intéressantes parce que justement, 1 an, ça ne parle pas obligatoirement pour l'opinion publique. Jusqu'à 1 an, ça représente 60% des peines. Donc c'est énorme. Donc c'est la règle, c'est l'aménagement. Bien.
Et de toute façon, vous avez dit vous-même qu'on ne peut pas enfermer les gens. Donc, pour qu'il y ait une exécution des peines, il faut bien qu'il y ait une politique pénale qui le permette. Donc, sur des bracelets anti-rapprochement, sur du contrôle judiciaire, et donc, du coup, là, on a l'exécution des peines. D'autant que vous savez comme moi... Le contrôle judiciaire, c'est pas de l'aménagement de peine. Vous savez comme moi également que... C'est pas ça, l'aménagement de peine. Si je peux terminer. Oui, mais... Vous savez comme moi également que comme on manque de greffe et comme on manque de magistrats, on a également des audiences à très long délai qui fait que lorsqu'il n'y a pas de convocation au tribunal, il n'y a pas de peines qui sont prononcées. Donc il y a l'exécution des peines qui sont prononcées et puis il y a celles qui ne sont pas prononcées en attente d'une audience. Parce qu'on ne passe pas tous en comparution immédiate. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu des textes qui ont été adoptés, y compris même des textes pour renforcer les infractions lorsqu'on commet des violences sur les policiers. Est-ce que ceux-là, ils ont été aussi adoptés, notamment dans la loi sécurité globale ou dans la loi sur les principes républicains, et donc que les dispositifs existent et que la circulaire que vous décrivez, elle repose sur un texte de loi. Yann Bastière, policier. Pour rebondir un petit peu sur tout ça, puisque le premier maillon du procès pénal, c'est le policier, c'est l'enquêteur, c'est l'interpellateur même. Mais lorsqu'on entend tout ça, lorsqu'on entend ces principes, la loi Belloubet, quel sens à la mission ? Quel est le sens de la mission ? Aussi bien de l'agent de voie publique qui interpelle, aussi bien de mes collègues enquêteurs qui enquêtent, qui défèrent aux magistrats et qui derrière... il y a une perte de sens. Mais il y a une perte, ça je me permets de vous le dire pour faire remonter, il y a une totale perte de sens, et notamment dans la filière judiciaire. Je reviens à défendre cette filière que je connais très très bien. Oui, il y a une crise des vocations, mais pourquoi ? Parce qu'on n'attire plus, parce qu'il n'y a plus de sens à la mission. Plus de sens à cette mission-là, et on revient sur la politique pénale. Si je fais ceci, pourquoi je fais ceci ? Pourquoi ? C'est un message qu'il faut faire passer, et peut-être que ces réformes, alors déjà ces réformes de la procédure pénale, on n'est pas sur la politique pénale comme vient de le dire Béatrice Brugère, mais il va falloir redonner des choses simples, des choses parlantes, et on parle aussi à nos concitoyens. Nous sommes juste au service du public. Mais donc, arrêtons aussi de voir tout le tableau en noir, parce que par exemple, sur les systèmes de stupéfiants, à Poitiers, on a pu démanteler, devant la permanence parlementaire, dans un quartier politique de la ville, où il y avait du trafic de stupéfiants, et pas du tout seulement du trafic de cannabis, puisque c'était aussi de l'héroïne. On a démantelé un réseau de 9 trafiquants, et tous sont passés en comparution immédiate, y compris en déclassant certains délits pour que ça passe en comparution immédiate, et ils ont pris de 20 mois à 5 ans, avec mandat de dépôt, et tous sont sous les verrous aujourd'hui. Donc il y a des réponses qui sont efficaces, et il y a un partenariat avec la police. J'ai 10 ans en brigade des stupes, ce que vous donnez, bien sûr, les produits dont vous parlez, sur une circonscription avec une juridiction qui n'est peut-être pas aussi impactée qu'on va dire sur Marseille, avec des réponses pénales qui vont pas être les mêmes selon les juridictions, selon l'impact des trafics de stupes. Je ne dis pas que Poitiers est calme, j'ai jamais dit ça. Il y a des quartiers dont j'ai connaissance qui sont bien compliqués. Mais là, on parle avec un travail d'enquêteur qui s'est investi là-dessus, mais qui va perdre pied petit à petit, l'enquêteur. J'ai de nombreux collègues qui me disent c'est bon, les stupes, ça suffit parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas des réponses pénales selon les juridictions. Mais j'entends bien que sur Poitiers, bien sûr, avec l'affaire que vous venez de parler, bien entendu qu'il y a une réponse normale. Ça, c'est sûr. En réalité, l'exemple qui vient d'être donné est très intéressant parce que pour pouvoir avoir une réponse pénale efficace et dans le temps et dans la réponse elle-même, c'est-à-dire la sanction, il faut utiliser la comparution immédiate. Donc, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les juridictions n'ont plus le temps de faire des enquêtes de fond. Les réseaux criminels, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut faire la politique du chiffre avec la comparution immédiate et on sait très bien comment ça fonctionne. Or, ce qui est important, c'est pas tant ce qui est visible dans les réseaux criminels, c'est ce qui est invisible. Et ça demande du temps, des moyens. Et là, sur la politique pénale, on ne déclasse pas, on correctionnalise. Il serait intéressant de revoir l'échelle des peines et d'utiliser, par exemple, un instrument que je trouve formidable, et pour le coup, il faut rendre quand même à César ce qui est à César, c'est l'utilisation des cours criminels. Les cours criminels qui évitent quand même un processus très long et très complexe. Là, on est vraiment sur le sujet du temps long, de la complexité de la procédure. Les cours criminels permettraient, si on les utilisait, et on l'avait proposé aussi pour les violences faites aux policiers, et ça n'a pas été retenu, de justement juger les personnes pour ce qu'ils doivent être jugés, c'est-à-dire des faits criminels. Or, vous l'avez dit vous-même, on passe notre temps à déclasser, enfin à correctionnaliser plus exactement, tout à fait, mais vous avez raison, c'est-à-dire au lieu de renvoyer aux criminels, parce que les cours d'assises aujourd'hui, elles sont saturées. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On dégrade la réponse pénale. Et là, on est au cœur de la problématique de la politique pénale, c'est-à-dire qu'on dégrade, et vous le savez très bien, la réponse pénale. Et ça quoi comme impact ? C'est que quand vous êtes renvoyé en correctionnel, vous encourez une peine qui est beaucoup plus faible que quand vous êtes renvoyé au criminel. Donc,
le message que vous renvoyez n'est pas du tout le même. La réponse pénale que vous renvoyez n'est pas du tout la même. Parce qu'une peine criminelle, c'est pas une peine correctionnelle. L'exécution n'est pas la même, etc., etc. Et vous voyez, c'est ça qu'on met jamais sur la table parce qu'on va vite, on regarde ce qui est visible, on répond à l'émotion et donc on ne va pas au fond des problèmes. Mais vous voyez, c'est Allez, très un tout intéressant dernier mot, parce que Sacha lorsqu'on Houlier. a créé la Cour criminelle il y a de cela 2 ans, on avait quasiment l'intégralité et des parlementaires, On était pour. oui, et la grande majorité des magistrats qui étaient opposés. Alors, Et voilà. Et nous, finalement, on était totalement je suis pour. ravi de vous en avoir fait la promotion Merci. aujourd'hui. Louis Dragnel, on est au cœur des débats qui vont animer les 7 mois qui Mais c'est arrivent. pas nombreux. La problématique sécurité, police, Et les justice. réponses pénales, Elle va évidemment avec centraliser ce totem l'attention. aussi des constructions de places de prison promises, non délivrées. Alors on sait qu'elles arriveront finalement. Et puis je pense que le prochain président devra s'atteler à cette question à la fois parce que le parc pénitentiaire est quand même en mauvais état aussi, et donc à la fois la rénovation et puis surtout à la construction de places, puisque on voit bien qu'avec une société de plus en plus violente, eh bien pas d'autre choix que de construire plus de places. Et de nombreux candidats. Il y avait Xavier Bertrand qui était présent à Roubaix, évidemment, s'empare de ce sujet régalien. En expliquant, et il y a estime une que chose le chef de intéressante. l'État était Lui, pas ce très qu'il crédible veut, là-dessus. juste sur En cette un mot. mesure, Xavier Bertrand, ce qu'il veut, c'est que surtout la construction soit beaucoup plus rapide, parce qu'aujourd'hui, ça met 7 ans à peu près, Absolument. voire beaucoup plus, en fait, souvent, à être construite une place de prison. Eh bien, si on accélère les délais, eh bien, déjà, on perd moins de temps à débattre de l'opportunité de construire une place ou pas. Un tout dernier mot, Béatrice Brudère ? Non. Oui, je crois que, en tout cas, ce qui me réjouit, moi, personnellement, c'est que, comme l'élection arrive, les sujets qui nous préoccupent redeviennent Vont sur le devant de la remonter, voilà. scène. Mais attention à ne pas être instrumentalisé, parce que souvent, globalement, faisons tous confiance les aux acteurs de la magistrats et aux police et de la policiers. justice. Et j'espère beaucoup dans ces états généraux de la justice pour mettre sur la table les vrais sujets. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur Europe 1. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est Stéphanie Loire pour musique et j'ai le plaisir de vous retrouver demain à 18h sur notre antenne. Bonne soirée à tous.